C'est un accueil enthousiaste et chaleureux, merci beaucoup. On a donc le plaisir d'accueillir pour cette 5e édition des Journées nationales des femmes élues, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir et un grand privilège de vous avoir ici à nos côtés aujourd'hui. Alors dans la salle, vous avez donc des élus, on l'a dit ce matin, en 2012 vous étiez 50 et cette année vous êtes plus de 500. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez aussi vous applaudir. Et donc vous venez de partout en France, on a parmi vous des maires de communes rurales de quelques centaines d'habitants et des adjointes à la maire de Paris, des élus d'opposition et des adjointes au maire, des conseillères régionales, des conseillères départementales, tout type de mandat, toute la France aussi qui est couverte, et puis des problématiques communes, en tout cas une envie commune, c'est celle de construire ensemble l'avenir de nos territoires, un avenir innovant et un avenir très très ambitieux. Et donc, monsieur le ministre, sur ces belles paroles, je vais vous laisser le micro et même le pupitre. Mesdames et messieurs, je vois un monsieur, donc je prends un risque. Mais enfin, compte tenu de l'accueil que vous m'avez réservé, je me dis que j'ai un petit capital que je peux manger au tout début de mon intervention. Et c'est pour moi sincèrement un très grand plaisir, en même temps qu'un très grand honneur, que de prendre la parole devant vous, à l'invitation de l'association Femmes et Pouvoir, pour introduire, je crois, cette 5e édition des Journées nationales des femmes élues. En tant que ministre de l'Intérieur et par conséquent ministre des Territoires, mais aussi ministre en charge de l'organisation des élections, je suis évidemment sensible à la qualité des échanges et des réflexions menées au sein des ateliers thématiques de vos journées de travail. Je suis bien sûr également conscient de la très forte charge symbolique d'un tel événement, celui auquel j'ai le privilège de participer avec vous toutes aujourd'hui. Avec les Journées nationales des femmes élues, nous célébrons en effet le rôle très prépondérant que jouent les femmes politiques dans notre démocratie. Je ne parle pas du nombre, je parle de l'engagement, je parle de la volonté, je parle de la détermination, je parle de la volonté modernisatrice. Nous savons que le chemin parcouru a été particulièrement long. Et ce chemin, vous le savez mieux que quiconque, c'est d'ailleurs la raison de votre présence nombreuse cet après-midi, n'est pas achevé. Mais le très grand nombre d'élus présentent ici aujourd'hui, la variété de leur parcours, le rôle grandissant qu'elles exercent à travers leur mandat, démontrent les progrès très importants qui ont été réalisés en France depuis maintenant plusieurs années. Et ces progrès, nous devons, vous devez les poursuivre, les approfondir, les amplifier, et c'est là un combat à mener inlassablement. Un combat historique, un combat qui vient de loin. En 1848, le suffrage prétendument universel, je le rappelle, excluait la moitié de la population. Et il aura fallu près d'un siècle pour que cette inégalité indéfendable, absolument indéfendable, soit effacée. Aujourd'hui, les femmes qui constituent 51% de la population représentent 52% du code électoral. Mais la démocratie, ce n'est pas simplement voter, ce n'est pas seulement élire nos représentants, c'est aussi pouvoir s'engager, se présenter à des élections, être élu, exercer des responsabilités, représenter le peuple. Et pour être pleinement citoyen, il faut à la fois pouvoir voter, mais il faut pouvoir être élu. C'est là, pour moi, un enjeu décisif. Il est indispensable que le nombre de femmes élues au Parlement, comme dans les exécutifs locaux, continue d'augmenter, car il en va tout simplement de la capacité de la classe politique à représenter l'exacte réalité de la société française. À mes yeux, la forte présence des femmes dans la vie politique, dans les instances de décision et de représentation politique, constitue incontestablement un indice particulièrement net, fort, de la vitalité d'une démocratie, du bon fonctionnement de ses institutions et plus largement du haut niveau de développement d'une société. Un Parlement, des exécutifs nationaux et locaux
pleinement paritaire serait une preuve indéniable de la bonne santé de notre démocratie. Comme vous le savez, le gouvernement n'en est pas resté au stade des principes. Nous avons pris des décisions fortes pour faire de la parité au sein des institutions politiques une réalité. À cet égard, je rappelle que la composition du gouvernement est elle-même exactement paritaire. Je me félicite par ailleurs que la qualité du bilan législatif de ces dernières années en matière de promotion de la parité ait permis d'enregistrer de nouveaux progrès. Je pense à la loi du 17 mai 2013 qui institue la parité au sein des scrutins pour l'élection des conseils départementaux, municipaux ou communautaires. Je pense à la loi du 14 février 2014 portant sur l'extension des règles de non-cumul des mandats. Nous savons en effet que parmi les parlementaires cumulant 2 mandats au moins, écoutez ces chiffres, ils disent tout ou presque tout, 80% sont des hommes et 6% seulement sont des femmes. Non mais, vous n'allez pas vous en prendre à moi qui vient vous le dire et qui est là pour faire en sorte que les choses soient corrigées. Et je m'empresse de poursuivre, je vois que je suis sous haute surveillance, pour vous dire qu'il nous revient de lutter avec la plus grande fermeté contre ces pratiques qui constituent incontestablement un frein aux carrières des élus féminines. Grâce à ces dispositifs législatifs, des progrès conséquents ont été effectués. La proportion de femmes est passée à l'Assemblée, c'est trop peu, de 18 à 27%, au Sénat de 17 à 25%. C'est une évolution qui va dans le bon sens, mais c'est notoirement insuffisant. Je sais comme vous que les mentalités évoluent souvent plus lentement que la loi et qu'il ne suffit pas d'intentions louables portées par des textes législatifs pour favoriser des bouleversements en profondeur des représentations dans ces domaines. C'est là que la loi du 4 août 2014 joue tout son rôle. Grâce à ce texte, les pénalités infligées aux partis politiques n'ayant pas respecté les règles de la parité aux élections législatives ont été doublées. Et je ne doute pas du caractère incitatif de cette loi qui sera mise à l'épreuve dès l'année prochaine. Comme vous, je regrette profondément qu'il faille en passer par un système de quotas pour garantir une représentation équitable des femmes dans les instances politiques de notre pays. Nous savons cependant que de telles mesures sont nécessaires pour forcer le cours des événements, de l'histoire, et depuis l'instauration de l'obligation de parité en 2000, les progrès qui ont été accomplis sont encourageants. Les femmes ont accédé aux assemblées communales et départementales beaucoup plus que par le passé. Les adjoints au maire sont désormais pour moitié des adjointes. La loi porte ses fruits. Et s'il vient un jour où il ne sera plus nécessaire d'user de l'incitation et de la contrainte législative pour que les partis présentent d'eux-mêmes un nombre équivalent de femmes et d'hommes aux élections, nous pourrons à ce moment-là considérer que le temps des quotas est révolu. Et je veux croire que cette période est proche, que nous allons peut-être la vivre dans les années qui viennent. Nous voyons aujourd'hui même combien l'accession des femmes aux plus hautes responsabilités politiques est devenue une réalité. C'est le cas en France avec Anne Hidalgo, maire de Paris, Martine Aubry à Lille, Johanna Rolland à Nantes, Valérie Pécresse, qui dirige la région Île-de-France, Marie-Guide Dufay, la région Bourgogne-Franche-Comté, Carole Delga, la région Occitanie. Et pour travailler au quotidien avec elles, qui ne me managent pas toujours d'ailleurs, je veux vous assurer qu'elles sont dans un engagement d'une authenticité, dans un professionnalisme, dans une sincérité aussi dans l'expression des choses, qui contribuent à faire avancer vite et grandement les collectivités locales qu'elles administrent. Qu'en sera-t-il demain? Vous avez sans doute vu la une de l'Express de cette semaine. Depuis 11 ans, Mme Merkel dirige l'Allemagne. Depuis 4 mois, Theresa May, que je connais bien puisqu'elle a été mon homologue comme Home Secretary en Grande-Bretagne et Premier ministre du Royaume-Uni, dans quelques jours, je l'espère ardemment, Hillary Clinton remportera les élections présidentielles aux États-Unis. Et si tel n'était pas le cas, nous aurions
2 des 3 plus grandes démocraties occidentales dirigées par des femmes. Et si c'était le cas, 3 d'entre elles le seraient. Ce serait, pour l'image des femmes en politique, une situation radicalement nouvelle. Ces femmes éminentes, professionnelles, engagées, sont la preuve que des attributions traditionnellement jugées comme masculines sont en réalité admirablement exercées par tous et que des femmes de tous bords politiques peuvent y exercer leur talent. Je regrette d'ailleurs que trop souvent, les ministères régaliens soient encore détenus systématiquement par des hommes, même si, je tiens à le souligner, dans le ministère qui est le mien, je n'en attends rien de vous, mon cabinet est désormais strictement paritaire, ce qui est une première au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, sur les sujets les plus délicats, depuis que le cabinet est paritaire, ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Je le dis parce que mes collaboratrices sont là et comme je suis un caractère trempé, je n'ai pas souvent l'occasion de leur faire des compliments lorsque je suis dans le bureau sur les dossiers en relation bilatérale. Et donc, j'en profite de le faire aujourd'hui, notamment en pensant à celles d'entre elles qui ont été particulièrement impliquées ces derniers jours, puisqu'il s'agit de femmes qui, à mon cabinet, ont traité de ces questions, dans le démantèlement de Calais, avec une relation très difficile avec les Britanniques. Et je veux dire à ces jeunes femmes extrêmement talentueuses qui sont au sein de mon équipe que ces opérations doivent beaucoup à leur professionnalisme, à leur opiniâtreté, à leurs compétences. Et j'ajoute, pour le cas où ça aurait échappé à votre sagacité toujours extrêmement vigilante, cette opération a été conduite sous l'autorité d'une femme exceptionnelle localement, Fabienne Bussiot, préfète du Pas-de-Calais, que je veux saluer avec beaucoup de force à cette tribune. Tout cela pour dire que si les représentations peinent à évoluer, des avancées significatives ont lieu. C'est avec Theresa May, je le disais à l'instant, quand elle dirigeait le Home Office, que j'ai travaillé sur les questions qui intéressaient nos deux pays. C'est aujourd'hui avec Amber Rudd que je le fais, une femme de grande qualité avec laquelle nous avons discuté, négocié durement jusqu'à ces dernières heures pour la prise en charge des mineurs isolés de Calais, mais nous l'avons fait dans un respect mutuel et nous l'avons fait parce qu'il y avait chez ces interlocutrices là aussi de la détermination, du talent et de la volonté d'avancer. Nous nous souvenons aussi des fortes personnalités qui ont occupé en France certains des ministères régaliens. Je pense à Elisabeth Guigou, à Marie-Lise Lebranchu comme garde des Sceaux, à Christiane Taubira. Je pense à Michel Alliot-Marie, qui a détenu successivement, on l'oublie, les portefeuilles de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et qui a été, dans tous ces postes, une grande ministre à laquelle je veux, comme à toutes celles que j'ai citées, rendre hommage. Toutes ces femmes ont laissé dans leurs ministères respectifs le souvenir de leur investissement passionné et, pour certaines, de leur activité résolument réformatrice. Bien évidemment, il reste beaucoup à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un événement comme celui qui vous rassemble aujourd'hui est nécessaire à la cause des femmes en politique. Ces parcours exemplaires masquent encore trop souvent les inégalités et les discriminations dont sont victimes les femmes dans leur carrière militante puis effective. Je vais là donner quelques chiffres significatifs qui le démontrent. 84% des maires, 95% des présidents de conseils départementaux, 92% des présidents de conseils régionaux sont des hommes. Là où la loi ne contraint pas, les vieux réflexes mécaniquement reprennent le dessus. C'est d'ailleurs un combat qu'il faut mener sur tous les fronts, dans toutes les administrations. Et pour ma part, je n'ai cessé de prêter au sein du ministère de l'Intérieur une attention particulière à cette question de l'égalité homme-femme, avec une association des femmes au sein du ministère de l'Intérieur, dirigée là aussi par des femmes de grande qualité, de grande exigence, qui regardent de très 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 près ce que je fais et qui ont contribué par leur action, par leurs propositions, par leur engagement à faire évoluer beaucoup la mentalité du ministère de l'Intérieur, qui est un ministère régalien, mais qui est aussi un ministère qui est traversé par ses conservatismes. J'apprécie donc à la juste valeur qu'on doit lui reconnaître le travail quotidien de formation que vous effectuez auprès des femmes élues pour les aider à prendre toute leur place dans la vie politique. Comme vous le savez, il ne suffit pas d'être présent
pour exercer une influence. Il faut aussi se faire entendre. Et trop d'obstacles s'opposent encore à l'affirmation des femmes dans beaucoup de nos enceintes. Le premier d'entre eux est l'intériorisation par les femmes elles-mêmes du rôle secondaire dans lequel les hommes voudraient les cantonner. Vous menez de ce point de vue-là un travail considérable en donnant aux femmes élues les outils qui leur permettront d'assumer pleinement leur pouvoir. C'est aussi grâce à la formation, aux échanges d'expériences qui ont cours lors d'événements comme celui d'aujourd'hui, que les mentalités évoluent. Trop d'élus ou de collaboratrices élues ont à se plaindre du comportement de leurs collègues masculins. C'est dans ce domaine un véritable travail de profondeur, d'éducation qu'il faut mener. Et je sais que vous êtes sur ce travail avec beaucoup d'ardeur et une conscience très nette des objectifs à atteindre. Et vous reprenez à votre compte, dans votre action quotidienne, les propos tenus par Hillary Clinton à Pékin en 1995. Je les cite: « Les droits des hommes sont aussi ceux des femmes, et les droits des femmes sont, une bonne fois pour toutes, les droits de l'homme. » Je me félicite donc aujourd'hui que la 5e édition des Journées nationales des femmes élues serve cet objectif essentiel pour la vitalité de notre démocratie. Nous devrons œuvrer ensemble auprès des élus, des partis politiques, de la société civile pour que les femmes continuent à gagner des places qui leur sont réservées et apportent leur juste contribution au pacte républicain. Mais si nous ne devions nous en remettre qu'à vous-même, nous n'aurions fait que la moitié du chemin. Et je ne vous dis pas cela pour vous inciter à être moins vigilante après que je serai parti que vous ne l'étiez avant que je n'arrive et pendant que je me suis exprimé, mais simplement pour renvoyer aux hommes qui sont investis de la responsabilité politique la part d'impulsion qu'ils doivent donner eux-mêmes. Et je voudrais, pour conclure, je ne veux pas être trop long et gâcher votre journée de travail, terminer par quelques considérations personnelles. Ce qui me frappe beaucoup dans le comportement de ceux qui s'investissent dans la chose politique, c'est l'incapacité qu'ils ont à résister durablement à la dimension absolument égotique de l'action publique. Et dans l'exercice ministériel, les choses sont encore plus évidentes et flagrantes que dans l'exercice de responsabilité locale, même si j'ai vu des maires effacer de toute l'idée qu'ils avaient d'eux-mêmes tous les autres qui l'accompagnaient et qui faisaient l'essentiel du travail. Et pour avoir vécu cela de près et avoir un tempérament aussi d'entomologiste qui est comblé au ministère de l'Intérieur, je regarde les uns et les autres évoluer. Et je vois dans le comportement de certains hommes et de certains politiques, pour être juste et plus général, une incapacité à garder de vue l'essentiel. D'abord, quand on exerce la responsabilité de l'État, et je l'ai ressenti dans les épreuves que notre pays a traversées de façon extrêmement puissante, je dirais presque tellurique, l'État est la chose devant laquelle on doit s'effacer. Et il est illusoire et dérisoire et absolument ridicule de s'imaginer qu'en raison de l'équation personnelle que l'on a, on pourrait se placer entre l'État, du coup derrière soi, et le peuple, pour que les peuples ne puissent constater que notre propre superbe. Quand vous allez au ministère de l'Intérieur, que vous traversez l'antichambre qui mène à mon bureau, vous avez la galerie des 278 ministres de l'Intérieur qui m'ont précédé depuis la Révolution française. Et quand vous faites le compte de ceux dont on se souvient, une demi-main y suffit. Une main, si vous enlevez de ceux dont on se souvient, tous ceux dont on préférait ne pas avoir à se souvenir. Et donc, par conséquent, ça rend extrêmement modeste dans l'exercice de la responsabilité publique. Et je trouve que l'on a beaucoup perdu le sens de l'État. Le sens de l'État, c'est cette idée que ce que l'on est moins important que la légitimité qui nous a été confiée au moment où l'on a été nommé. Et qu'il est une dimension éminemment éphémère de la souveraineté ou de la légitimité dont on est dépositaire, et que l'État est plus fort que nous, et que son service est la plus grande des noblesses qui doit nous conduire à s'effacer dans l'exercice de la responsabilité. Et comme cela n'est pas le cas beaucoup, j'ai fait une typologie de la classe politique. Et dans cette typologie, je vois deux catégories. La catégorie de ceux qui se pensent absolument indispensables, tellement ils sont nourris de leur égotisme. Les hommes sont ultra majoritaires.
Et la deuxième catégorie, qui est la catégorie de ceux qui pensent qu'ils peuvent être utiles. Et là, les choses sont plus équilibrées. Et donc, je pense que si nous, les hommes, qui nous laissons griser par ce qu'est la politique dans sa dimension la plus triviale et la plus narcissisante, qui oublions qu'on attend de nous d'être au service simplement, modestement, humblement, et qu'après qu'on a été au service, on n'a qu'une chose à faire, c'est de se faire oublier pour que d'autres puissent exercer la responsabilité. Dans cette conscience de ce qu'est l'exercice de la responsabilité publique, il y a un espace laissé au renouvellement, au brassage des générations, aux femmes qui aspirent à exercer des responsabilités. Et donc, vous voyez, je vais terminer par cela, moi je ne me suis jamais prononcé sur le cumul des mandats. Je n'ai jamais fait de la vertu de la limitation du cumul des mandats un sujet sur lequel je faisais ma réputation. Pour une raison très simple, c'est que je constatais que tous ceux qui en faisaient une vertu étaient ceux qui étaient destinés à cumuler le plus pendant le plus longtemps. Et par conséquent, n'ayant jamais retenu cet argument pour moi-même, j'ai fait le choix de me défaire de l'ensemble de mes mandats locaux, progressivement, avant même d'être nommé ministre, parce que je les avais exercés pendant plus de 20 ans, et que j'avais été élu un peu avant la trentaine, et que j'estimais que, alors que je n'avais pas encore 50 ans, il fallait que tous ceux qui étaient autour de moi, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, qui avaient envie de s'investir et qui avaient du talent, puissent exercer les responsabilités à ma place. Donc à Cherbourg, aujourd'hui, il y a un nouveau maire, il a moins de 40 ans, il y a un nouveau président d'intercommunalité, il y a une femme députée qui m'a succédé, et je ne reviendrai pas après l'exercice de la responsabilité gouvernementale pour dire j'ai été ministre, maintenant poussez-vous, je reviens. Non, ils garderont leurs responsabilités parce que toutes ces pratiques-là sont des pratiques qui ne peuvent plus continuer et qui doivent cesser. Et de la même manière, et vraiment là, cette fois-ci, je vous promets, ne vous inquiétez pas, je termine. Lorsque je vois la somme des sujets que j'ai dans ma responsabilité ministérielle, la crise migratoire très lourde, très difficile, la question de la sécurité, la crise dans la police, le terrorisme qui obsède tous mes collaborateurs et moi-même tant la menace est élevée, quand je pense à tout ça, et que je vois tout cela, je me dis qu'il n'y a rien de plus fort lorsqu'on est face à de telles responsabilités que de les exercer pleinement, totalement, en essayant de faire au mieux, tout en ayant conscience qu'en faisant au mieux, on n'est pas sûr de bien faire. Et moi, je ne sais pas comment font tous ceux qui sont dans ces responsabilités et qui passent 80% de leur temps à préparer l'étape d'après. Très franchement. Ils ont des capacités que moi je n'ai pas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se pensent indispensables et que moi j'essaie simplement d'être utile, mais je voudrais les inciter quand même à être extrêmement prudents, parce que tout cela finit par éloigner, dans une période où les populismes gagnent, énormément les Français de la politique. Alors, mesdames, monsieur que je vois, peut-être y a-t-il d'autres monsieur, mais comme on m'a mis les projecteurs dans les yeux pour être sûr de me faire parler, je ne vois pas les autres. Je voulais simplement vous inciter à demeurer tel qu'en vous-même, dans les combats que vous menez, avec la sincérité qui préside à ces combats, lorsque vous les engagez, et vous dire que, malgré l'ère du temps qui est difficile, le pays a besoin de sagesse, qu'il a besoin de pondération, qu'il a besoin d'équilibre, qu'il a besoin de vérité, et que je ne suis pas sûr qu'on puisse compter sur les seuls hommes pour atteindre ces objectifs. Merci à tous.